Mais c'est vrai qu'à la base, moi je me prononce contre la théorie du genre, mais pas contre les gens qu'elle est censée défendre. Hein. À la base, toute identité est intéressante. Moi je suis psychologue clinicien, je trouve que chaque personne est une merveille. Qu'on soit homo, hétéro, chaque personne est une merveille. Simplement, il y a des manières de survivre et des sortes de mécanismes de défense qui ont des avantages et des inconvénients. Et il y en a certains, comme le déni, qui ont des inconvénients assez dangereux vis-à-vis d'autrui si on ne les arrête pas. Alors, ça pose la question de pourquoi on ne les arrête pas. Hein, ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'un délire ou qu'un dysfonctionnement psychique, au lieu d'être arrêté par une société un peu saine, qui sait débattre, qui dit halte là, est encouragé au contraire, mais on peut avoir un indice de la réponse quand on parlait tout à l'heure de la société de consommation, avec nos limites. Si ça encourage la consommation, on va laisser se développer ce genre d'idées sans limite. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Yann Carrière. Nous vous remercions d'avoir accepté un entretien de l'agence InfoLibre. Donc vous êtes docteur en psychologie. Vous êtes aussi donc psychologue clinicien et essayiste. Nous vous recevons donc aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier essai, Du sexisme au fascisme, où vous pointez du doigt, on va dire, une certaine dérive du militantisme féministe. Alors on ne parle pas de tout le mouvement féministe, mais en tout cas on parle des mouvements les plus extrêmes. Alors c'est sûr qu'au vu du titre, vous n'y allez pas par quatre chemins, on va dire, dans le qualificatif que vous avez choisi pour définir ce mouvement. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce terme un petit peu plus loin dans l'entretien, pour pouvoir justifier justement le choix de cette terminologie. Pour recontextualiser un petit peu pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas, pourriez-vous un petit peu vous présenter et en tout cas nous dire ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, deux choses, je pense. D'abord, la période liée à mon âge, puisque j'avais 8-10 ans à l'époque de la fondation du MLF, par exemple. Et à l'époque, j'adhérais et je comprenais et j'adhérais, j'étais plutôt choqué qu'il y ait encore des injustices flagrantes dans les droits des hommes et des femmes dans la société où je vivais. Je suis très sensible à la justice et à l'égalité des droits. Et j'ai vu basculer, dans les années 90, j'ai vu basculer le monde moral dans lequel j'avais grandi, puisque j'ai constaté avec effroi qu'on se mettait à faire du sexisme misandre, du sexisme injuste contre les hommes, au nom de la lutte contre le sexisme misogyne. Et ça a heurté profondément mon sentiment de justice et aussi mon amour de la vérité, sachant que les deux sont liés. Il y a une très belle phrase que j'aime bien qui dit « Il n'y a pas d'amour sans vérité, il n'y a pas de justice sans vérité, la justice est fondée sur la vérité ». Et dans les années 90, j'ai vu surgir le mensonge et la haine dirigés contre les hommes, et ça m'a profondément choqué. J'ai commencé à me poser des questions, à fouiller dans les bibliothèques universitaires, et donc depuis 15-20 ans, j'ai fini par comprendre un peu ce qui se passait. Donc c'est plus un cursus personnel, ce n'est pas lié à votre formation ou à votre activité professionnelle? Alors si, puisque si, c'est lié aussi, parce que dans le même temps, j'ai commencé à constater les dégâts dans les entreprises où j'exerce mon métier, du déni de la différence des sexes, de la haine qui est sans arrêt favorisée contre les hommes, du ressentiment favorisé sans arrêt des femmes contre les hommes dans le milieu du travail notamment, toujours à partir de mensonges, on verra, notamment les fameux mensonges sur les inégalités salariales. Et j'ai vu les dégâts, et je continue à mon boulot et en partie d'essayer de les réparer au quotidien, les dégâts que ça fait sur le vivre ensemble des hommes et des femmes dans l'entreprise, en engendrant non pas compréhension, acceptation et amour les uns des autres, mais au contraire sans arrêt la division. Et d'ailleurs je pense que ça pointe tout de suite sur pourquoi ces mouvements idéologiques florissent, c'est parce que ça peut intéresser tous ceux qui veulent favoriser la division entre les humains pour mieux les dominer. Je pense que c'est ça une réflexion qui vient inévitablement. La lutte des sexes, c'est ça? Oui, qui remplace la lutte des classes ou la lutte des races. Enfin, c'est toujours bien de diviser pour régner, hein, divide ut regnes, comme on dit en latin.
Donc ça, c'est quand on cherche à comprendre comment ces idéologies de haine et un peu folles prennent pied et continuent à perdurer, alors qu'il est, quand on réfléchit un peu, si facile de les dénoncer et de les démonter. Alors pour un petit peu introduire votre livre, on va s'arrêter quelques instants sur son titre. Oui. Alors vous avez donc, que je rappelle, est du sexisme au fascisme. Oui. Alors c'est vrai que le fascisme est un nom assez fort et c'est vrai qu'on l'utilise aujourd'hui à tout bout de champ pour pointer du doigt des adversaires politiques, on va dire, d'une certaine façon. Alors vous justifiez dans ce livre, mais je trouvais que c'était intéressant pour les auditeurs de pouvoir avoir cet éclairage. Donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donc, nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'appeler ce livre du sexisme au fascisme ? Oui, alors d'abord, peut-être le plus léger, je confesse que je me suis peut-être amusé à retourner contre les gens qui aiment bien parler de fascisme leurs propres arguments. Parce que beaucoup de gens utilisent ce mot pour faire taire les autres et les empêcher de penser. Mais c'est justement ça le fascisme. Et donc de ce point de vue-là, je partage la crainte ou l'impression qui est souvent dite que les pires fascistes sont ceux qui prétendent lutter contre le fascisme. Donc évidemment, là, c'est un peu un imbroglio, mais je pense que c'est sérieux. Alors là, je vais donner des raisons plus précises, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que le fascisme ? Il y a deux manifestations essentielles pour moi, et qui sont liées à la définition historique. C'est d'abord une interdiction de penser, et si vous ne pensez pas dans les lignes prescrites, vous allez être sanctionné, et c'est de la haine. On peut vraiment considérer que à la fois le nazisme et le communisme, qui sont les deux totalitarismes violents, on peut dire que j'utilise le mot fascisme dans le sens de synonyme totalitarisme violent, tous les deux se caractérisaient par une pensée obligatoire, un interdit de penser, qu'on retrouve aujourd'hui sous forme plus douce dans le politiquement correct. Et puis la haine d'une catégorie de personnes, la haine des juifs chez les nazis, la haine des bourgeois ou des petits paysans, des propriétaires, enfin des non-prolétaires chez les communistes. Et on retrouve ça dans les mouvements du genre. Je vais en dire quelques mots. Et le tout et ce qui correspond bien à la définition du fascisme, y compris initiale, celle des fascistes italiens, c'est tout pour l'État. Et l'État écrase les personnes. Et les mouvements du genre, c'est exactement ça, sauf qu'au lieu de l'État, c'est le collectif de la société, soit le collectif des femmes, soit la société sans sexe dans la théorie du genre. Alors, l'interdiction de penser et la haine, on les trouve dans un petit texte très court que tout le monde devrait lire pour comprendre ce que c'est le genre. C'est un article paru dans le Nouvel Observateur du 5 décembre 2013, un interview de Judith Butler. Et vous avez les deux phénomènes dedans. Le plus clair, c'est la haine. À un moment dans l'article, il est dit l'ennemi, c'est le mâle hétérosexuel blanc. Et il rajoute riche, mais ça c'est commercial, c'est pas vrai. Mais le mâle hétérosexuel blanc, oui. Imaginez un instant le scandale que ça aurait été si dans un hebdomadaire, que ce soit le Nouvel Obs ou n'importe lequel, vous auriez eu, si vous aviez eu cette expression-là, sauf que c'est pas le mâle hétérosexuel blanc, c'est autre chose. C'est la femelle, c'est homosexuel, c'est noir ou une autre catégorie. Ça aurait fait scandale. Ça aurait fait scandale. C'est ça que vous pointez justement du doigt, cette absence presque de sensibilité lorsqu'on s'attaque aux hommes, alors au contraire, on peut partir dans un surplus d'émotionnel dès qu'on s'attaque à certaines catégories. Ouais. C'est tellement gros, je dirais, c'est tellement gros qu'on se dit que ça ne peut pas être au premier degré et qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Et qu'à la limite, non seulement il faut penser la division qu'on veut provoquer chez les gens à plusieurs niveaux. Pas seulement homme-femme ou homo-hétéro, mais aussi partisan d'une idéologie contre une autre idéologie. Et il y a une infinité de divisions qui peuvent se produire dans la société à partir de tels délires, et je pense que c'est le but, le sous-titre du livre de Butler, c'est « Trouble dans le genre ». Les gens nous disent « Moi, le genre, j'ai toujours pas compris », et je leur réponds « Mais c'est le but que vous ne compreniez pas, c'est le but que vous soyez paumés. » Aussi bien celui des idéologues que celui de ceux qui manipulent. Mais aussi, et c'est plus grave, parce que c'est ça qui conduit à la haine, l'interdiction de penser. Et là, je vous renvoie au tout début de l'article, où le journaliste ou la journaliste, je ne sais plus, dit à Butler « Mais vous niez pas les différences biologiques, quand même ». Et Butler répond très habilement « Il faut reconnaître, moi j'ai un peu d'admiration pour les auteurs du genre, et pas seulement parce qu'ils ont montré le bout du nez du loup, ils ont permis qu'on découvre le poteau rose de quelque chose qui se passe depuis des années, sous d'autres noms, mais aussi parce que ce sont des gens brillants.
Et elle répond habilement que bien sûr que non, mais à chaque fois qu'on parlera de ces différences biologiques, on utilisera des mots et des termes qui, eux, sont critiquables. Autrement dit, il y a peut-être des différences, mais dès que vous en parlez, je vais vous flinguer. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de les penser, ces différences, et vous n'avez pas le droit de les dire. Et c'est ça le fascisme. Voyez, haine et interdiction de penser. On est en plein fascisme. Alors évidemment, on peut être choqué parce que ce fascisme-là n'a pas besoin des camps de concentration ou du goulag pour s'imposer. Il est plus subtil, mais ça, même dans les années 20 ou 30, vous aviez la manipulation chez les capitalistes des États-Unis avec Édouard Bernays, double neveu de Freud. C'est déjà bien au point. Et la police aujourd'hui, la Gestapo, le KGB, ils sont à l'intérieur des têtes. Et ils sont dans le corps social. D'ailleurs, c'est même juridiquement, ça s'est même juridiquement traduit par quelque chose de très précis, à partir, je crois, des lois raciales, Pleven, etc. C'est-à-dire la possibilité de porter plainte transférée aux associations. C'est-à-dire que le boulot régalien et le boulot de l'État est transféré et diffusé dans la société. Mais ça ne veut pas dire que le contrôle va être moindre. Au contraire, puisque tout le monde va devenir un policier et un gendarme de ce que pense l'autre. Et ça aboutit à ce que vous voyez aujourd'hui, on ne peut plus parler, on ne peut plus penser, même en privé, sous menace d'être déféré devant la justice. Dernière chose à propos de la notion de fascisme, parce qu'il faut être conscient quand même si tout se passe sur le plan psychologique ou psychique, on est quand même bien là, je disais, dans la destruction des personnes. Et un excellent exemple de ça, c'est ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Quand on lit les textes du gouvernement et quand on voit comment est abordée la différence des sexes, qui est plutôt déniée, comme dans le mouvement du genre, on voit qu'on a affaire à quelque chose que n'ont pas osé les totalitarismes anciens, qu'ils soient nazis ou communistes, c'est l'empêchement de la construction de la personne, ou une sorte de destruction des personnes psychiques. Mais l'identité sexuée, et notamment celle de petits garçons, est désormais interdite. Si je répète ce qu'on voit sur les sites américains, et que je pourrais très bien expliquer avec les théories psychologiques qui vont derrière, si on autorise les petits garçons à se conduire différemment des petites filles, on perpétue l'oppression des sexes. Conclusion, il faut interdire aux petits garçons d'être différents des petites filles. Il faut leur interdire de jouer au foot, sinon ils vont s'affirmer et être différents des petites filles. Donc c'est une véritable, plus qu'une destruction, pour être plus précis, c'est un empêchement de construction des identités, des garçons principalement, puisque comme je l'ai dit, la haine va vers les mâles, mais je ne suis pas sûr que si l'intention des utopistes est meilleure pour les filles, je ne suis pas sûr qu'elles s'y retrouvent tant que ça, si on force vraiment leur nature pour qu'elles soient à nouveau des petits androgynes, comme on veut qu'elles soient aujourd'hui. Il y a un bon auteur dans le genre, que je conseille à tout le monde, c'est Robert Stoller. C'est un psychanalyste des années 60, un des fondateurs de la théorie du genre, mais un homme intelligent et qui disait l'identité du petit garçon, il faut que le petit garçon en grandissant se désidentifie de sa mère parce qu'il n'a pas le même corps et il doit en prendre conscience pour fonder une identité de petit garçon, de petit mâle, mais de petit garçon. Et la conclusion de certains féministes extrémistes dans les années 90, c'est que, en ce faisant, le petit garçon ne peut pas s'empêcher de développer de l'hostilité vis-à-vis de sa mère. Pour s'arracher à ça, il doit étouffer ses sentiments tendres, et c'est là que se met en place, selon elle, une hostilité, une domination des hommes sur les femmes. Et ça, il faut l'empêcher. Il faut donc, c'est logique de leur point de vue, empêcher la construction psychique du petit garçon. Il faut empêcher les petits garçons de se construire. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on fait à l'école, dans la mesure où on nie la différence des sexes. La différence des sexes, aujourd'hui, dans la perspective de l'égalité, c'est une oppression. Le rapport homme-femme est celui d'une oppression. Et tout ce qui correspond à une différence va être vu comme une oppression et doit être supprimé. Et ça veut dire supprimer l'identité sexuelle des petits garçons, c'est donc détruire leur personnalité. Aucun régime fasciste n'est allé aussi loin dans la destruction de la personne, au plus intime de ce qu'il ou elle est. Aucun dans le passé n'a fait ça. Et c'est pour ça que le mot de fascisme n'est pas trop fort. Parce que même si c'est psychique, c'est une destruction plus sûre que ce qui peut être fait physiquement. Il y a eu un film avec beaucoup de succès, là, Guillaume et les garçons, à table, vous voyez le trouble que peut engendrer un doute, même pas sur l'identité, enfin si, c'est un peu sur l'identité sexuelle, un doute, vous voyez le mal qu'a eu cet homme à se rééquilibrer dans sa vie, et encore, là, c'était pas volontaire, enfin, hein. Vous imaginez ce qui peut se passer si c'est maintenant systématiquement qu'on va empêcher les petits garçons de se croire des hommes. Il me semblait d'ailleurs que Stoller oui.
il avait pas mal étudié des personnes qui... dysphorie de genre, je crois que ça Oui, s'appelle, hein. C'est oui, ça? oui. Euh, C'était intéressant parce que lui, justement, il me semble qu'il disait, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait une apparence de garçon mais qui était une fille, hein, je crois, c'était Mhm. ça. Euh, Enfin, qui était une fille mais qui se sentait garçon, et il se Oui. rendait compte qu'au final, au niveau chromosomique, en effet, il y avait au niveau biologique quelque chose de l'ordre du masculin, c'était ça? Alors, bon, Et c'est qu'il avait dit qu'il fallait justement aligner, on va dire, le genre sur la biologie et pas l'inverse. alors, c'est plus compliqué que ça, enfin, quand on fait la clinique. Le marqueur du sexe est réparti entre l'aspect physique, l'aspect chromosomique et l'aspect hormonal. Et il y a des mélanges et il y a des situations qui ne sont pas claires. Et ces situations pas claires ont donné naissance à la notion de genre, qui est une notion intéressante au départ, dans la mesure où il pouvait y avoir des différences, une différence entre le sexe biologique et le sexe social assigné. Après, il y a des tas de situations, enfin, je pense que le cadre n'est pas propice à détailler toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver et qui amènent des décisions pour favoriser le bonheur du petit être qui se trouve dans des situations biologiquement pas faciles, hein. Et ça donne naissance au concept de genre. Mais pas à la théorie du genre telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui affirme qu'il n'y a pas de différence biologique, hein. Au contraire, je dirais même que, et d'ailleurs, Judith Butler le laisse entendre dans l'article de décembre 2013, elle dit il y a quelques-uns des transsexuels ou des transgenres, c'est plus le terme qu'elle emploie, qui sont de notre avis, mais quelques-uns seulement parce que la plupart accordent une importance faramineuse au biologique, au contraire, puisqu'ils disent on s'est trompé de corps, j'ai pas le bon corps. Donc on voit bien que pour eux le biologique est fondamental, contrairement à ce que dit la théorie du genre. La théorie du genre trahit, vous savez, c'est comme, je dis un peu le communisme, on prétend qu'on veut faire le bien des autres, mais c'est pas du tout le cas, hein. Donc Stoller a étudié comment ça se passe quand il y a une dysphorie de genre. Par exemple, typiquement, ce qu'il a étudié, c'est les petits garçons qui pensent qu'ils sont des petites filles. Et notamment, ce qu'il a conclu, c'est que souvent dans ces cas-là, il y avait eu une symbiose très particulière, que je vais prononcer à décrire là parce que techniquement c'est un peu compliqué, entre la mère et le petit garçon les premières années de la vie. Et c'est de là qu'il a tiré la conclusion que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que le garçon construise une identité stable de petit garçon, il faut qu'il arrive à se désidentifier de la mère. Euh, euh, c'est pas Freud qui a lancé l'idée que les petits enfants sont identifiés à la mère, mais à partir de Klein, enfin, on s'est dit, mais que ce soit garçon ou fille, les enfants sont souvent plus proches de la mère, donc ils s'identifient à elle. Alors pour une petite fille, pas de problème, puisqu'elle a le même sexe, mais pour un petit garçon, il faut qu'il pense un peu plus. Et Stoller a dit, ben voilà, je constate effectivement que s'il ne fait pas ce travail, il va croire qu'il est une fille et il ne va pas être en accord avec son corps. Mais ce qui est terrible, c'est que les mouvements politiques extrémistes féministes dans les années 90 vont pervertir complètement la bonne remarque de Stoller, qui dit, ben voilà, pour qu'un petit garçon se développe, il faut ceci, en disant, mais nous, on va empêcher les petits garçons de se développer parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on pense que s'ils se développent, ils vont forcément opprimer les femmes. Et donc c'est un mouvement complètement pervers qui renverse la logique, qui renverse l'observation scientifique de Stoller, et dans un... Pourquoi? Dans un climat de haine paranoïaque, de refus des différences, hein, parce que, je le disais, enfin je ne sais plus si je le disais ou si je vais le dire, mais dans une société narcissique, toute différence peut être ressentie comme une blessure ou une infériorité, c'est pas supportable. Donc il faut gommer les différences, hein, et donc interdire de penser, mais ça c'est la mort, et c'est vraiment du fascisme. On tombe toujours sur la même chose, hein, c'est le narcissisme qui mal utilisé, dévoyé, va provoquer, c'est la même famille que les pervers, hein, va provoquer le basculement dans un monde pervers où il n'y a pas le droit de parler, il n'y a pas le droit de penser, il n'y a pas le droit d'être différent, il faut que tout le monde se taise et soit terrorisé. C'est l'emprise du pervers. Et nous vivons ça, et ce qui est terrible, c'est que les gouvernements et les médias du monde imposent ce terrorisme à toutes les populations et dès l'enfance à l'école. Et ce que nous vivons est proprement hallucinant. C'est l'idée qui court-circuite vraiment tout raisonnement et toute pensée. S'il y a différence, il y a injustice. Voilà, c'est ça l'idée, hein. On dit différence, donc injustice, donc inégalité. Mais même dans inégalité, il y a une arnaque, hein. L'égalité qui correspond à quelque chose, c'est l'égalité de droit, l'égalité en droit, dont je suis un ferme partisan.
Dès qu'on veut une égalité autre, et notamment l'égalité totale qui est parfois revendiquée aujourd'hui, ça n'a qu'un sens possible, c'est l'identité, et donc la négation de toute différence. Notamment l'égalité du résultat. Notamment l'égalité de résultat. Mais s'il y a différence entre des groupes de personnes, hommes-femmes, il y aura forcément une inégalité de résultat. J'ai participé à un débat une fois, où à côté de moi il y avait une députée PS, elle dit, mais s'il n'y avait pas les stéréotypes, si les gens ne pensaient pas des choses sur les hommes et les femmes, il y aurait 50% de femmes à l'Assemblée nationale. Voilà une personne qui est dans le déni de la différence des sexes, et pour elle, l'égalité, c'est l'identité. Il n'y a aucune raison pour elle qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes à l'Assemblée nationale. Or, si les hommes et les femmes sont différents, et ils sont différents, il n'y a aucun argument pour dire le contraire, en tout cas, il y aura forcément des différences dans les répartitions. Je suis psychologue, pendant mes études, je faisais partie de 5% d'hommes à la fac de psychologie, mais personne ne crie au scandale sur ce sujet, vous voyez. Et donc, quand on fait des agrégats globaux sur les revenus des hommes et des femmes par les salaires, il faudrait aussi peut-être prendre en compte les autres, il y a des différences. Et après, ces différences, est-ce qu'on peut les expliquer ou pas? Est-ce qu'elles sont justes ou pas? Et bien sûr, elles peuvent être justes, notamment, on le connaît. Alors, sur les plus grosses variables, le travail est fait, c'est-à-dire que les chercheurs, dans les études, où tout le monde peut vérifier, vont éliminer cette variable. C'est-à-dire, bon, si on corrige avec le temps partiel, temps, etc., là, on va voir les différences diminuer. Il n'empêche que même les ministres citent toujours le chiffre global de 27% ou de 20%. Et quand on élimine tous les facteurs qui sont indépendants du sexe, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui travaillent en partiel, c'est mon cas, et puis des femmes qui travaillent à temps plein, j'en connais plein, quand on élimine toutes ces variables indépendantes des deux sexes, en fait, on ne trouve plus de différence suivant le sexe. Certaines études prétendent en trouver, mais c'est du minime, de l'ordre du 2%, mais en fait, on n'en trouve plus. C'est d'ailleurs la conclusion officielle du Bureau du travail américain, depuis 2010, qui dit qu'on ne peut rien déduire de ces études. Parce qu'en réalité, pour vérifier la condition que vous énoncez très bien, un travail égal, il faudrait faire des études extrêmement fines, en suivant des centaines et des milliers d'hommes et de femmes au quotidien, à toutes les heures de leur travail, pour voir comment ils se conduisent différemment, éventuellement pour justifier les rétributions. Moi, j'engage tout le monde à regarder la vidéo de Cyril Godonou, qui est très bien faite sur le sujet, il est meilleur que moi en technique là-dessus. Mais pourtant, même quand on lit les études, on voit que les raisonnements sont extrêmement grossiers et ne sont pas valables. Et il y a des expressions qui frisent l'entourloupe, les rédacteurs en sont conscients, ils font l'hypothèse, ce qu'on appelle une pétition de principe, où ils présupposent dès le départ qu'il y a une discrimination sexiste. Et quand ils trouvent une différence qu'ils ne prennent pas le temps d'expliquer, et ils disent c'est la discrimination sexiste. Je renvoie aussi au livre de l'américain Warren Farrell, Pourquoi les hommes gagnent plus. Il a trouvé 25 raisons, 25 variables à neutraliser qui expliquent les différences, et il dit quand on neutralise ces variables, on trouve qu'en fait les femmes gagnent plus. Dès 1965, par exemple, aux États-Unis, les femmes célibataires gagnent plus que les hommes célibataires quand on neutralise toutes ces variables, avant le mouvement de libération des femmes. Donc, voilà, en fait, cette pensée-là, comme sur, peut-être le pire encore, le plus net, on en parlera peut-être, c'est les violences conjugales, elle est répandue dans le but de faire triompher une idée fausse, qui est que partout et toujours, les hommes oppriment les femmes. C'est cette idéologie-là qui a gagné dans le champ social, une idéologie clivée avec les gentils et les méchants, c'est une idéologie du niveau d'un enfant de 5 ans. Mais quand on n'est pas spécialiste d'un domaine, on raisonne un peu comme un enfant de 5 ans, c'est ce que dit le psychologue américain Howard Gardner. Donc en gros, comme il y avait les gentils Allemands, les méchants juifs, les gentils prolétaires, les méchants bourgeois, aujourd'hui on a les gentilles femmes et les méchants hommes. C'est bien une idéologie qui entraîne la haine automatiquement, et il faut le prouver. Alors on le prouve de deux manières essentiellement, en mentant sur deux sujets, les violences conjugales et les inégalités de salaire. Les inégalités de salaire, on en a parlé. Les violences conjugales, on ment par omission, en omettant les hommes battus, depuis le début. Depuis le début qu'on fait des études universitaires, notamment aux États-Unis, Murray Strauss, on trouve qu'il y a autant d'hommes battus que de femmes battues. Mais simplement, quand on diffuse les chiffres, on occulte la moitié, les hommes battus, et on publie que les femmes battues, donc on ment par omission. Mais ça, il y a une raison bien précise, il faut prouver que les gentilles femmes sont opprimées par les méchants hommes, puisque c'est cette idéologie qui règne aujourd'hui. Alors justement, c'est intéressant parce que vous pointez du doigt un petit peu cette difficulté qu'on peut avoir à actualiser dans notre conscience collective ces différentes recherches qui tendent justement à démontrer le contraire. Et alors,
vous analysez un petit peu justement les mécanismes psychologiques qui peuvent amener à maintenir cette croyance. Alors, vous parlez notamment du déni qui est un processus central pour vous. Est-ce que vous voudriez bien nous en dire un mot et l'illustrer sur comment il s'exprime, comment il se manifeste? Donc, on prend la base. La base, c'est que notre société et les individus qui la composent, depuis plusieurs décennies, peut-être pas un siècle, mais a évolué dans un sens de favoriser des dynamiques narcissiques chez tout le monde. Alors c'est devenu un lieu commun, mais les psychologues l'ont vu peut-être parmi les premiers, dès les années 50, ou même avant en Amérique, hein, en France avec André Green, etc. Et bon, on l'a vu après fleurir dans la télé-réalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pousser à l'excès. Alors après, il faudra se demander pourquoi on favorise ça. Hein. Il y a des liens très, très, très judicieux qu'a mentionné Christopher Lasch, l'américain, avec la société de consommation. Il y a un lien évident avec la société de consommation, c'est le slogan publicitaire « No limit ». No limit, pas de contraintes, pas de limites, je peux tout m'offrir, je peux être le consommateur qui a tout. Et évidemment, là, il y a des effets pervers. Alors ça rend peut-être service à une certaine industrie de la consommation, mais il y a des effets pervers. Et ça débouche sur des mécanismes de défense. Alors je vais prendre deux exemples qui sont liés au mouvement du genre, un à propos des femmes, un à propos des homosexuels, et des lesbiennes plus précisément. Donc peut-être le plus simple, c'est celui des lesbiennes, la parole de Monique Wittig qui dit à la fin d'une conférence « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Alors, cette phrase a eu un succès énorme, elle est très connue. Pourquoi? On peut s'interroger sur son succès. En fait, cette phrase est un exemple de déni, c'est-à-dire de faire comme si une partie de la réalité est sans importance, négligeable, n'existe pas. Cette partie de la réalité, c'est le classement et sa pertinence des gens en hommes ou en femmes. Quand on dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, on fait fi d'une réalité évidente, qui est qu'elles sont des femmes, ça fait partie de leur définition, mais on fait comme si ça n'avait pas d'importance. Alors il faut voir que ce déni a un effet apaisant sur le psychisme et les questions que l'homme ou la femme peut être amené à se poser, parce que si les lesbiennes ne sont pas des femmes, il n'y a plus de questions à se poser sur l'apparente bizarrerie qu'une femme aime une femme, alors que la sexualité a un sens premier, apparent d'hétérosexualité et de reproduction. Alors c'est très confortable, parce qu'il n'y a plus de questions à se poser. Hein, moi, si je suis une lesbienne, je me sens un peu différente des autres femmes, ça fait un peu bizarre, je pourrais commencer à devoir me poser des questions, j'ai pas envie, mais là je m'échappe très facilement, c'est très confortable. Le problème, ce qui arrive souvent avec le déni quand on veut le maintenir, c'est qu'il résiste mal à l'épreuve de réalité extérieure. Si je suis une lesbienne, que je pense que je ne suis pas une femme, que je sors dans la rue et que je vois que des hommes me regardent avec désir, il y a des choses que je ne vais pas comprendre ou que je ne vais pas vouloir comprendre. Et comment résister? Si je continue à vouloir être dans le déni, à refuser de reconnaître que j'ai peut-être une différence qui n'est pas qu'un avantage, parce qu'après tout, être homo, on pourrait réfléchir biologiquement, ça présente des avantages, on n'a pas le temps de creuser, je vais rejeter la faute sur l'autre. Je ne veux pas vouloir être dérangé. Ça veut dire que c'est l'autre qui n'est pas bien, c'est l'autre qui est anormal, c'est le désir hétérosexuel qui est anormal, et c'est lui qu'il faut détruire, et c'est exactement ça la théorie du genre, c'est détruire l'hétérosexualité. L'hétérosexualité est une norme imposée, une norme violente, une violence faite aux femmes et aux homos, il faut la détruire. Alors voilà comment on passe d'un mécanisme de défense narcissique au départ, à une attaque perverse d'autrui. Il faut détruire le mâle hétérosexuel, jusque dans sa psyché, tout petit garçon, dès la naissance, disent les textes du gouvernement, il faut l'empêcher de construire cette identité soi-disant hostile, agressive, etc. Mais c'est un mouvement de haine et de destruction des personnes, c'est pour ça que le terme fasciste n'est pas trop fort. Premier exemple de développement du narcissisme fondamental qui baigne toutes nos sociétés, jusqu'au fascisme du mouvement du genre, mais on pourrait dire du politiquement correct en général. Alors, deuxième exemple de mécanisme de défense d'une dynamique narcissique et qui débouche sur les aberrations du genre et voire le fascisme. Mais ce mécanisme-là, on va voir qu'on ne le trouve pas seulement dans le mouvement du genre, c'est le clivage. Clivage entre bon objet, mauvais objet, disent les psys, gentil et méchant, pour faire simple. Et cet exemple-là touche le sort des femmes. Et on pourrait prendre l'exemple de ce qui se passe autour des questions de réussite professionnelle, par exemple. Les hommes et les femmes étant différents, ils vont faire des choix différents, et il se trouve que jusqu'à présent, ça peut changer, mais jusqu'à présent,
les hommes vont faire des choix qui les amènent à gagner plus d'argent, par exemple, et les femmes vont privilégier une qualité de vie, mais du coup, il va y avoir une différence au niveau du résultat en salaire, statistiquement, hein, parce qu'il y a des femmes qui vont être très bien, qui vont tout sacrifier à la performance et qui vont magnifiquement réussir, puis des hommes, comme moi d'ailleurs, qui vont choisir la qualité de vie, le temps partiel, mais qui vont évidemment gagner moins d'argent que les autres, c'est clair. Simplement, statistiquement, comme il y a quand même des différences statistiques entre les groupes hommes et femmes, il y a des choses qui apparaissent comme des différences entre les hommes et les femmes. Et qui dit différence peut être vu, forcément, c'est pas obligé, mais peut être vu comme une infériorité. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui explique si je refuse de prendre en compte les limites de la réalité, les contraintes, les différences de choix ou de capacité, de goût, hein, et notamment entre les hommes et les femmes, il faut trouver une explication aux différences de résultats désagréables. Eh bien, il y en a une toute trouvée, qui a une longue histoire, c'est de dire qu'il y a des méchants qui m'oppriment. Si les Allemands ne réussissent pas aussi bien financièrement que les Juifs, c'est que les Juifs méchants oppriment les gentils Allemands. Si les prolétaires souffrent, c'est parce qu'il y a des méchants bourgeois qui les oppriment, etc. Et donc, il peut y avoir évidemment du vrai à chaque fois. Mais ce qui est hallucinant, c'est d'en faire une explication simpliste qui va cliver, psychologie, c'est-à-dire qu'au lieu, et là, on trouve tout aussi le sacré là-dedans, parce que dans une civilisation chrétienne, on sait très bien qu'il n'y a pas de gentil et de méchant, tout le monde a le péché en lui, tout le monde peut être méchant. Mais si on oublie le sacré, et c'est le cas de cette société devenue un peu folle sur le plan narcissique, on va croire qu'on peut diviser l'humanité en gentils et méchants. Et c'est ça le clivage. Et à ce moment-là, évidemment, on va avoir la haine pour ceux qui sont réputés méchants, que ce soit les bourgeois, que ce soit les juifs, que ce soit les hommes aujourd'hui. Mais c'est toujours le même mécanisme, et c'est bien aussi un mécanisme de totalitarisme et de fascisme. Parce qu'une fois qu'on a trouvé qu'il y a des méchants, les méchants, il n'y a aucun respect à avoir pour eux. On va les poursuivre, on va leur faire payer plus d'impôts, parce qu'il y a des projets pour faire payer plus d'impôts aux hommes, etc. Et là, on entre dans une spirale infernale et une spirale de mort. Et on a ça dans les théories aujourd'hui du genre, qui sont passées dans la culture commune aujourd'hui. Les gens croient vraiment que partout et toujours, enfin une bonne partie de la population qui croit que partout et toujours les hommes oppriment les femmes. Alors, pour revenir justement sur ce que vous disiez tout à l'heure en parlant un petit peu de la société de consommation qui pouvait favoriser le narcissisme, vous faisiez lien à Christopher Lasch et son livre La culture du narcissisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, la société elle nous pousse un petit peu à retourner à un état presque pré-social d'enfant tout puissant. Oui. Vous savez, un peu, je veux gagner beaucoup d'argent parce que ça me permettra de tout acquérir, de pouvoir satisfaire toutes mes envies infantiles, tous mes fantasmes. Il y a quelque chose de l'individu roi. Hein. L'individu Dieu, plus précisément, plus que l'individu roi encore. Parce que roi, il y a, comme on disait en monarchie absolue française, vous ne pouvez ni ne devez tout ce que vous pouvez, disait-on au roi. Donc son pouvoir était avec plein de limites, contrairement à ce qu'on croit. Absolu, ça veut dire indépendant, ça ne veut pas dire sans limite. Et effectivement, mais là ça remonte même à avant la société de consommation, dans la mesure où la société se désacralise, elle va mettre l'homme à la place de Dieu, et c'est là que le délire commence. Il y a une dimension narcissique inévitable en l'être humain, qu'on peut rattacher par exemple à ces situations dans l'enfance où tout petit, il voit ses parents un peu comme des dieux et il a envie d'être tout puissant comme eux, de son point de vue, ils sont tout puissants. Et cette dimension est à gérer, elle n'est pas mauvaise en elle-même, mais il faut l'éduquer et la gérer. Et on pourrait dire, pour simplifier, que du point de vue social, la croyance en Dieu, c'est l'éducation minimale de ce narcissisme. Parce que si je crois qu'il y a un Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, plus grand que l'homme, donc je ne suis pas tout puissant, et donc mes prétentions peuvent forcément être limitées, et limitées par cette autorité supérieure. Si Dieu n'est plus là, il y a un tel besoin d'absolu, il y a un tel besoin de grandiose, il y a un tel besoin de sacré chez l'être humain, qui va investir autre chose que Dieu de la toute-puissance du sacré. Et typiquement, peut-être ça fait penser aux travaux de René Girard, mais typiquement, les victimes, les gentilles victimes vont être investies de cela. C'est pas par hasard que le Dieu victime, c'est le Christ, c'est emblématique dans notre société. Et à ce moment-là, on va commencer à faire ce que je disais tout à l'heure, à classer le monde en gentil, en méchant, en victime et en méchant. Et méchant à poursuivre. Alors que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, une société sacralisée va forcément être un peu plus limitée. Il faut reconnaître que les grands massacres des fascismes
ou des totalitarismes du XXe siècle sont des sociétés athées qui les commettent. Hein. Que ce soit les communistes ou les nazis, ce sont des gens qui rejettent notamment l'héritage chrétien. Je crois qu'effectivement, je suis intimement persuadé que le refus de Dieu, c'est un chemin terriblement dangereux, parce que l'homme en a tellement besoin qu'il va mettre autre chose à la place et c'est pas pour rien qu'on a inventé, même si on avoue qu'on a inventé Dieu, c'est pas pour rien, il a une vraie utilité. Si on met autre chose à la place de Dieu, ce sera forcément une partie de l'humain, et donc ça va déshumaniser le reste. Ça va déshumaniser le bourgeois, ça va déshumaniser le juif, ça va déshumaniser l'homme, et on va se mettre à les poursuivre, ces gens-là. D'accord, donc en fait, pour vous, clairement, les dérives, on va dire, du féminisme ont comme terreau ce manque de transcendance. Alors, c'est à la fois, je vais nuancer ce que vous dites, parce que je suis un peu gêné quand vous parlez de féminisme. Pour moi, c'est pas du féminisme. Pour moi, le féminisme... Radical. Comment ? Féminisme radical. Oui, mais qui n'est pas vraiment du féminisme. Parce que ça n'a plus grand-chose à voir avec le féminisme. Ça n'a plus grand-chose à voir ni sur le plan de la réflexion. La réflexion féministe, c'est mais pourquoi les femmes n'auraient pas les mêmes droits que les hommes, et ça c'est complètement juste. Ni sur le plan de l'amour, y compris de l'amour des femmes. Quoi. Ce qu'on appelle féminisme radical, c'est pas du féminisme, c'est de la haine des hommes. On a passé, c'est une réponse catastrophique à une question intéressante. La question de la différence des sexes, et c'est une réponse catastrophique qui est celle du genre. Hein. Si y a des différences qui me déplaisent, c'est qu'il y a des méchants qui m'oppriment, et ces méchants sont les hommes. Hein. Mais c'est pas du féminisme, ça. C'est une haine des hommes. Moi, j'appelle ça de la misandrie pure et simple. Pour moi, il y a vraiment une gradation qui est assez terrible, en fait. Le fascisme le plus emblématique pour les gens, c'est le nazisme. Et c'est vrai que c'est le plus visible. Hein, c'est l'affirmation de nous sommes supérieurs, nous allons écraser les autres et nous l'affichons. Alors, mais je dirais que presque le bon côté de cette méchanceté, c'est qu'elle est tellement revendiquée qu'elle se voit et que du coup, les gens vont l'arrêter assez vite. Ça ne dure pas longtemps, ça dure une douzaine d'années, ça n'est pas plus. Plus vicieux, on a le communisme qui dit mais moi je veux faire le bien au moins de tous les prolétaires. Alors, le prolétaire, c'est peut-être pas la majorité de l'humanité, mais c'est un bon morceau, déjà, c'est plus que les Allemands sur la surface de la Terre. Et du coup, parce qu'on affiche une façade vertueuse, on va durer très longtemps, on va pouvoir se cacher derrière cette façade vertueuse. Alors, c'est plus vicieux parce qu'on vit dans un mensonge. La dimension du mensonge augmente. Et du coup, les gens se laissent avoir, et le communisme a duré plus longtemps que le nazisme et fait beaucoup plus de morts. Et ce qui m'effraie, moi, dans ce qui se passe actuellement avec le mouvement du genre, c'est que le mouvement du genre, lui, il dit mais on veut le bien des femmes, des homosexuels, et puis de tous les gens qui les aiment, et là c'est quasiment la majorité de l'humanité. Alors, si on affiche cette volonté vertueuse-là, là on a un gisement d'autorité pour des millénaires. On peut dire que c'est de la bien-pensance dans la globalité. Absolument, c'est la bien-pensance qui va donner le plus terrible des fascistes, parce qu'on a le au nom du bien maximal. Alors, on a évacué ce qu'on n'a pas, ce qu'on a évacué, qui rend les choses terribles, c'est tout repère absolu, Dieu, la vérité. Mais on est dans le même mécanisme. Au nom du bien, je vais faire le mal, mécanisme pervers, et c'est un fascisme plus insidieux, mais pour moi beaucoup plus durable et beaucoup plus difficile à débusquer. Ça me fait penser d'ailleurs, décidément on va faire beaucoup référence à Christopher Lasch, mais il parlait justement de l'autorité féminine, si je ne dis pas de bêtises, en disant justement qu'elle était plus subtile et plus... On le voyait moins. Et il prenait l'exemple d'une grand-mère, je crois. Un enfant qui n'a pas envie d'aller voir sa grand-mère. Le père, il disait, pour caricaturer un petit peu, il disait c'est comme ça, tu y vas. Qu'il y avait une forme d'autorité visible par l'enfant. Alors qu'il disait une tendance plus féminine, d'une certaine façon, serait de dire mais t'imagines pas la peine que tu vas faire à ta grand-mère. Si elle t'entendait, elle serait triste, elle se morfondrait. Ce qui fait que d'une certaine façon, c'est une forme d'autorité qui amène au même résultat, mais qui est beaucoup plus difficile à surmonter, ou en tout cas... C'est une forme de pouvoir. Et il y a un psychologue qui a très bien analysé ces formes sexuelles de pouvoir, il s'appelle Éric Verdier. Il a inventé un concept qu'il appelle matrivirilité. Et c'est très curieux d'ailleurs parce que ça entre parfaitement en résonance avec les travaux des différents hommes-femmes d'un scientifique comme Baron Cohen aux États-Unis ou en Angleterre. Si vous voulez, je peux vous en dire quelques mots. Allez-y, je vous en prie. Hein. Donc il dit, Baron Cohen, il dit les hommes sont plutôt attirés par les systèmes
de préférence, par goût. Par exemple, 22 joueurs de foot sur un terrain, c'est un système. Et les femmes ont une préférence de fonctionnement par l'empathie, prendre des nouvelles d'un tel et d'une telle, c'est pas du tout la même logique de fonctionnement. Et ce qui est curieux, c'est qu'Éric Verdier, il a analysé les façons d'exercer le pouvoir plutôt masculine ou plutôt féminine, et il a dit, les hommes, c'est la loi du plus fort chez les hommes. Et il faut reconnaître qu'un système, ça marche avec des lois. Donc il y a une résonance, il y a un alignement. Et il dit chez les femmes, et lui, sa formule, c'est le lien du moins faible. Alors, effectivement, pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a un plus fort, le moins faible va chercher à s'allier avec les autres, il va chercher du lien pour dominer à son tour. Et ça, c'est ce qu'il appelle la forme du pouvoir matril. Alors il faut préciser, comme pour les différentes statistiques hommes-femmes, que vous avez des hommes qui utilisent des systèmes de pouvoir matril et des femmes qui utilisent des systèmes de pouvoir viril. Il y a des femmes qui sont parfaitement capables, je pense à Margaret Thatcher, d'affirmer qu'elle est la plus forte et que c'est elle qui va gagner. Et puis vous avez des hommes qui sont dans la manipulation et le lien, la manipulation du lien que vous expliquez. Et effectivement, on a ces différentes formes de pouvoir qui s'exercent en permanence, pour le bien ou pour le mal. Alors dans la perspective d'Éric Verdier, il voit toujours les mauvais effets, mais quand on a du pouvoir, que ce soit le loi du plus fort ou le lien, on peut manipuler ou on peut imposer des choses bien ou des choses mauvaises. Mais quand il s'agit de dénoncer un fascisme, c'est plus dur quand il utilise un système matril. Alors, tous les fascismes utilisent les deux, matril, virilité, mais clairement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le nazisme est plus dans la loi du plus fort, c'est-à-dire un système plutôt viril, il affirme qui est le plus fort, ça c'est plutôt viril, alors que le communisme est plutôt dans le lien. Il faut défendre les prolétaires qui sont opprimés. Donc c'est ça la forme de pouvoir, c'est avec le communautarisme victimaire, là on est dans le lien, il faut penser aux autres. Et là on fait appel à ce qui reste de sacré dans l'amour chrétien. Et donc c'est pour ça que cette manipulation est extrêmement efficace et que beaucoup de chrétiens ont emboîté le pas au communisme pendant le XXe siècle. Donc là, et ça, cette forme matril, pour le bien d'autrui, là c'est très difficile à combattre. Et le pervers, il arrive et c'est ça l'intérêt des mensonges sur les violences conjugales, l'intérêt des mensonges ou du déni sur les différences salariales, c'est qu'on mobilise les gens au nom du bien. Et là, on mobilise, alors il faudrait rentrer dans l'analyse du système pervers, où le pervers, les pervers qui manipulent vont mobiliser la majorité sur des valeurs, sur des valeurs de solidarité, des valeurs sacrées, comme ça, il ne faut pas faire du mal aux gens, il faut être juste, et donc à chaque fois, on va dénoncer une discrimination en disant qu'elle est injuste, et on va manipuler le corps social, comme ça, en désignant des boucs émissaires. Et voilà, ça c'est du pouvoir matril. Et voilà. Et ce pouvoir-là, on dit que la société se féminise son pouvoir. Il y a un psychologue qui a écrit, je crois que c'est Michel Schneider, Big Mother, pour dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce titre. Vous vous rappelez que George Orwell, quand il décrit un pouvoir viril en 1984, il dit Big Brother, il ne dit pas Big Father. C'est l'homme, c'est le frère, c'est l'homme. Et tandis que Michel Schneider, quand il dit Big Mother, c'est pas Big Sister, c'est la mère. Et la mère, c'est le lien à l'enfant. Et comment il s'appelle, Éric Verdier, il dit bien ça, dans la société, toujours les invariants, c'est que c'est l'homme qui a le pouvoir ou la mère, c'est pas la femme et c'est pas le père. Il faut voir comment les pères sont maltraités par le système judiciaire dans les affaires de divorce, etc. Les pères n'ont pas de pouvoir. Il y a des sociétés sans père. Les sociétés des Indochine sont des sociétés sans père. Mais, même si c'est matriarcal en gros, les mères ont le pouvoir, il y a quelques hommes qui ont le pouvoir quand il faut résoudre des conflits ou prendre des décisions techniques compliquées. Donc l'invariant du pouvoir, il est pas symétrique chez les humains sexués, il est aux hommes et pas aux pères, du côté masculin, il est aux mères et pas aux femmes, du côté féminin. Alors quand on rentre dans ces considérations-là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué qu'une oppression patriarcale. Mais seulement, il faut réfléchir un peu. Or, dans notre société, on ne veut plus réfléchir, on est dans l'instantané de l'émotion, et la mort de la pensée, ça aussi, c'est du fascisme. Ноги соедините, руки опустите.